Enfin, l'original est de retour pour une nouvelle vidéo. Donc du coup, je fais une vidéo parce que j'ai regardé le premier round de l'ère de la Ruthless Dépression et ce round était atroce. Il était totalement atroce. Et la chose la plus importante dont je voulais parler, c'est la fin du show de Raw. Le moment révélateur qui s'est passé à Raw. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a découvert l'identité du personnage masqué. L'homme masqué qui a donné la victoire à The Vision à Wargame. Mais après, il y a quand même des petits trucs dont je voulais parler. Comme l'opener de Raw avec Gunther qui vient faire une promo où c'est juste... voilà quoi, hein. Il prend de la cheap hit quoi, par rapport au fait qu'il a battu John Cena. Vous allez voir, cette hit elle va redescendre très rapidement parce qu'ils vont rien faire avec. Donc voilà quoi, Gunther ne va pas capitaliser sur ça pour se réinventer d'une autre manière. C'est juste une perte de temps quoi. Genre ils peuvent aller avec la gimmick de Gunther qui met fin à la carrière de chaque personne, mais genre c'est des gens qui ont déjà prévu de mettre fin à leur carrière. Donc est-ce qu'on peut vraiment appeler ça un Legend Killer? En plus, Legend Killer, un gars de 38 ans. Donc, quand Randy Orton, par exemple, il faisait le Legend Killer, genre il était en début vingtaine. C'était dans l'idée d'avoir ce jeune type arrogant qui tabasse des légendes. Parce qu'il est clairement présenté en tant que le futur du business. Là, t'as Gunther qui bat John Cena, mais voilà quoi. Après, il y a aussi un moment où il est parti backstage, il a commencé à insulter tout le monde. Et il y a un teasing d'une rivalité avec AJ Styles. AJ Styles qui, de ce que j'ai entendu, va mettre fin à sa carrière l'année prochaine, ou un truc comme ça, bref. Et ouais, un Gunther qui va mettre fin à la carrière d'AJ Styles. Ouais, entre guillemets, mettre fin à sa carrière, parce que c'est littéralement juste des catcheurs qui ont déjà prévu de mettre fin à leur carrière, et Gunther c'est leur dernier match. Donc est-ce que ça a même le vrai impact d'un Undertaker contre Shawn Michaels, par exemple, ou un Shawn Michaels contre Ric Flair, où il y avait vraiment la carrière en jeu du catcheur dans la stipulation du match? Non, ça n'a pas le même impact. Parce que tu sais que dans tous les cas, que la personne gagne ou perd, elle va quand même mettre fin à sa carrière. Mais bref, on va parler du coup du segment de fin du show, parce que le reste, j'en ai rien à foutre. Et en fait, le segment de fin du show, ce qui s'est passé, c'est que durant un match entre Logan Paul et Rey Mysterio, si je me trompe pas, il y a eu l'intervention du gars masqué qui est venu pour aider The Vision encore une fois. Et du coup, le gars masqué, il est parti dans le public, il y a CM Punk qui est intervenu, il est en mode ouais, qu'est-ce qui se passe? Et du coup, le gars masqué, il a enlevé son masque, et ça s'est révélé être Austin Theory. Dans quasi aucune réaction du public. Et c'est compréhensible, le fait qu'il n'y a aucune réaction du public, parce que Austin Theory, il était dans un run anecdotique il y a un an de cela avec Grayson Waller, qui est un catcheur que je ne tiens pas dans mon cœur, dans l'équipe 8 Down Under, qui doit être, je pense, la pire équipe de l'histoire du catch, en fait. En fait, c'était une équipe qui était tellement toxique, en fait, qu'il y avait des teasings de trahison toutes les 2 semaines, en fait. Et c'était à se demander, en fait, pourquoi les gars sont encore en équipe, en fait? Pourquoi les gars sont encore en équipe? Et bref, ils ont teasé ce heel turn chaque semaine pendant un an pour qu'au final Grayson Waller vienne face au New Day dans un round aléatoire et dire hey, mais je me suis débarrassé de Austin Theory, venez on fait équipe le New Day. Voilà, et Austin Theory du coup, ça s'arrêtait pas que à ça, son équipe avec Grayson Waller qui était totalement anecdotique. Il était aussi le laquais de Logan Paul à WrestleMania 40. Enfin, je veux dire, dans le build-up de WrestleMania 40, parce que le gars se faisait RKO Stunner par Kevin Owens et Randy Orton. Il a aussi cash in pour le championnat des États-Unis et il a été enterré en fait durant toute la période où Triple H était à la charge. Donc en fait, tu maintenant veux présenter Austin Theory de manière sérieuse. On va faire ça avec combien de catcheurs, combien de fois en fait? Parce que Austin Theory, c'est pas la première fois qu'on fait ça. Déjà, quand il avait cash in pour le championnat des États-Unis, il est revenu pour attaquer Seth Rollins et regagner le championnat des États-Unis. Et on était censé prétendre que là, il était sérieux là maintenant. R-Truth, on a fait la même chose. On l'a mis sérieux parce que d'un coup d'un seul, les gens voulaient pas qu'il soit viré. Du coup, la WWE a décidé de le garder en contrat. Ils ont amené le personnage de Ron Killing en mode R-Truth qui est sérieux d'un coup, qui en a marre de recevoir de la merde, qui en a marre d'être pris pour un clown. Et d'un coup d'un seul, il redevient comédie jobber en fait. Donc, la WWE, quand ils veulent capitaliser sur un personnage qu'ils veulent présenter comme sérieux, mais ça va jamais loin en fait. Drew McIntyre, combien de fois on va le présenter de manière nouvelle en fait?
Parce que, oh, maintenant il prend les choses au sérieux. Ces nouvelles versions de Drew McIntyre, je l'avais jamais vu comme ça. Et c'est à chaque fois la même chose en fait. Cette nouvelle version de Drew McIntyre, à chaque fois bizarrement, il agit de la même manière. Il va affronter Cody Rhodes, puis après il perd. Puis après il se plaint sur les réseaux sociaux. Puis après il attaque Cody Rhodes. Puis après il se fait suspendre. Et tu répètes le cycle encore et encore. Mais bref, pour la révélation du fait que ce soit Austin Theory, au point où j'en suis, je pense que Austin Theory ne va ramener à rien de haut dans le futur. Hein. Je pense pas qu'il sera positionné en main event. J'espère que ce sera faux ce que je dis, parce que j'aime bien Austin Theory en tant que catcheur. Je pense qu'il avait du potentiel. Là, il est clairement enterré. Et c'est un point où, genre, j'en ai pas vraiment à foutre, en fait. Parce que je vais pas prétendre que j'en ai réellement à foutre d'Austin Theory, là, maintenant. Genre, il y a des gens sur Internet qui étaient en mode « Oh, Austin Theory de retour !» Genre, Austin Theory, il revient. Il ressemble à Daniel Garcia. Et genre, je suis censé prétendre, en fait, que là, d'un coup, je suis censé prendre au sérieux Austin Theory. Je dis ça parce que j'ai déjà vu cette danse, en fait, avec Austin Theory qui est sérieux cette fois-ci. Oh, les Street Profits sont sérieux cette fois-ci. J'ai déjà vu cette danse, en fait. Donc, j'espère rien de vraiment incroyable. Et en plus, d'ailleurs, si Austin Theory rejoint The Vision, en fait, ce sera juste totalement un laquais, en fait. Ce sera un laquais. Donc, j'espère que, en tout cas, s'ils ont fait ce scénario de Austin Theory qui aide The Vision, c'est dans l'idée d'être cette figure un peu twinner qui est énervé contre les deux parties, genre CM Punk, Rey Mysterio et tout ça, et aussi The Vision. Mais bref, c'est clairement pas à la WWE que je vais espérer voir la prochaine méga star de l'industrie du catch pour sauver cette ère de Ruthless Depression, hein. Parce que cette ère de Ruthless Depression ne s'arrête pas que à la WWE, hein. C'est aussi dans les autres alternatifs, entre guillemets, hein, de la WWE, comme AEW, comme TNA, bref. Où genre aucune de ces compagnies n'a fait la moindre chose pour essayer de concurrencer la WWE, quoi. Genre limite TNA va se faire racheter et AEW sont dans le même déclin, donc voilà, quoi. Mais par contre, pour la AEW, j'ai entendu une news qui était assez intéressante. Genre dans leur show comme ça, Winter is Coming, comme ça, le show là, dont j'avais pas parlé dans la chaîne, hein, pour des raisons évidentes. De ce que j'ai vu sur Twitter, en fait, il y avait le fils de Sting, je pense son plus jeune fils, qui a eu un dark match avant le début du show. Et genre, en fait, j'avais vu la photo et je suis en mode... Attends, mais c'est littéralement une copie de Sting, en fait. C'est littéralement Sting réincarné, mais beaucoup plus massif. Et il ressemble littéralement à une star, en fait. Bon, si tu oublies le fait qu'il porte littéralement la tenue de John Moxley, mais... Le gars, il a clairement un star power, rien que par l'apparence, en fait. Et je m'étais un peu plus renseigné, j'avais entendu qu'il avait eu un match comme ça, à Davey, comme ça, contre un autre type. Et le type, en fait, il s'appelait, je sais plus, Kirian Gray ou un truc comme ça. Kira Gray. Bref, c'était un match, en plus, j'avais regardé, le match était quand même assez bon, hein. Genre, le type contre qui il s'affrontait, en fait, c'était un gars qui était assez massif. Et genre, il faisait un peu du hard hitting en mode John Moxley. Et j'avais regardé le match pour voir si, genre, il était à peu près décent dans le ring. Et je peux le dire clairement, il est bon dans le ring. Et genre, le fait qu'il fasse des pirouettes et tout ça, genre, y a pas besoin. Ce que j'ai vu de ce match me valide directement que tu peux l'utiliser dans le main roster. Enfin, Dynamite, quoi. Genre, t'as pas besoin de faire des dark matchs avec ce type. Genre, parce que j'ai entendu sur Twitter des gens, ils disaient que, ah, ce serait bien si tu mettais le fils de Sting à New Japan pour à peu près développer son in-ring sur mode... Il y a pas besoin. Il y a littéralement pas besoin, en fait. Parce que là, l'AEW, elle a vraiment cette mentalité comme New Japan d'avoir des Young Lions. Et que genre, en fait, ces Young Lions doivent payer leurs dû et commencer à avoir des excursions dans des compagnies au Mexique ou en Amérique pendant genre 3 ans. Et genre, quand ils reviennent à New Japan, d'un coup d'un seul, ils sont des stars, en fait. Et en fait, c'est à se demander pourquoi ils étaient pas bons du départ. C'est pas comme s'ils apprenaient quelque chose d'incroyable, en fait, en partant en excursion, dans des shows en Amérique ou au Mexique. Genre, Okada, il a eu une excursion en tant qu'Okaido, là, à TNA. Et genre, tout ce qu'il a appris, en fait, c'est de déguiser en Zoro et se faire tabasser par Samoa Joe et Angelo Del Nero dans tous les shows de TNA pendant 3 semaines. Donc voilà, quoi. C'est vraiment AEW qui a une mentalité de se dire que, oh, les talents doivent payer leur dû. Et je suis en mode, non, en fait. Si les talents sont bons, en fait, ils n'ont pas à payer leur dû, en fait.
Par exemple, Randy Orton, il n'a pas besoin de payer ses dûs, en fait. Il n'a pas besoin d'aller à New Japan, faire des pirouettes, ou catcher face à 17 personnes dans un hangar abandonné de Arlington, Texas, pour être une légende à la WWE. Ça, tu laisses ça à Kevin Owens, tu laisses ça à Sami Zayn, qui eux ont clairement besoin de payer leurs dûs à Ring of Honor, puis d'être choisis d'un coup d'un seul par Triple H, qui choisit Kevin Owens et Sami Zayn et tous les autres catcheurs indie, là, les indie darlings, qu'ils signent à la WWE juste pour se procurer le soutien des fanbases niches d'internet, les SMARC. C'est même personne qui est en train de trash-talker Triple H parce qu'il a enterré 1 milliard de gens à Raw de 2003 à 2006. Et d'un coup d'un seul, il a pigeonné ses fans, ses mêmes fans, à avoir son approval simplement parce qu'il a signé Hideo Itami à NXT, genre. Voilà quoi. Mais bref, je digresse. Le fils de Sting, il n'a pas à aller à New Japan pour apprendre l'art du catch, apprendre le sport avec le respect. Y a pas besoin. C'est littéralement faire perdre du temps de la carrière des gens en fait. Parce qu'à un moment, tu vas pas me dire que le fils de Sting, il doit développer son work rate pendant 3 ans à New Japan quand t'as Eddie Kingston existant dans ta compagnie en fait. Qui est, de manière argumentée, je pense, le pire catcheur que j'ai jamais vu de ma vie. Parce que vous me croyez pas, faut juste voir son match qu'il a eu contre Big Bill à All Out. Ouais, j'en reparle encore de ça. Parce que c'est littéralement l'un des pires matchs que j'ai jamais vu de ma vie en fait. Que ce soit dans le booking, que ce soit dans la storyline, et que ce soit le match lui-même. Bon, Eddie Kingston, au moins, il est assez bon au micro, mais ça s'arrête là en fait. Le gars, il ressemble à ton oncle. Il est éclaté dans le ring. Et en plus de ce que j'ai entendu, genre, il a des insécurités si tu le mets trop haut dans la carte. Donc, il n'y a pas besoin de mettre en avant plus Eddie Kingston, en fait. Le gars, tu le mets maximum mid-carder. Et tu le mets pas en tant que challenger pour un championnat du monde. Et encore pire, tu le mets pas champion du monde. Il y a littéralement tous les drapeaux qui sont dressés, tous les drapeaux rouges qui sont dressés pour dire que Eddie Kingston, c'est un mauvais choix, en fait, de mettre en avant en tant que ce futur champion du monde de la AEW. Ce que tu fais, en fait, c'est que tu prends le fils de Sting, tu le mets directement à Dynamite, et que par la même occasion, tu peux signer aussi ce Carrier Grey que le fils de Sting l'a affronté dans ce show de Dave. Bref, je sais pas comment ça se dit, D-E-F-Y. Et que tu les mets en rivalité, le fils de Sting gagne, puis après tu le repackage. Bon, après, l'idée de repackager le fils de Sting, c'est assez dur, hein, vu que c'est le fils de Sting. Et que Sting, c'est une légende, donc du coup, c'est quand même une ombre qui sera difficile à dégager. Mais je pense clairement qu'il a le potentiel de se dégager de ça. Si la AEW a la capacité de le mettre en avant. Au lieu d'utiliser Jon Moxley pour faire le paillasson face à Kyle O'Reilly, qui va mener à rien du tout, t'aurais pu, je sais pas, avoir le fils de Sting, dans son match de début, affronter Jon Moxley. Et dans son match de début, battre Jon Moxley. Est-ce que ça aurait été pas plus insane de faire ça? Surtout que Jon Moxley était ressorti de son règne de dictateur en tant que champion AEW. Et là, ça aurait permis de donner du momentum à le fils de Sting. Et le propulser plus haut dans la carte. Genre, je sais pas, tu peux le faire affronter Darby Allin. Tu peux le faire affronter des Kyle Fletcher, des Samoa Joe. Des catcheurs du haut de la carte de la AEW, quoi. Et puis après, tu peux le mettre le championnat AEW dans sa première année dans le catch. Tu peux. Je pense qu'il y a clairement le potentiel à faire ça. Après, je vais quand même dire que j'ai pas entendu vraiment le fils de Sting parler au micro. Je sais pas s'il a même de la personnalité. Il doit être sans doute naturellement charismatique vu que c'était genre un des gars cool dans son équipe de football ou un truc comme ça. Bref. D'ailleurs, j'ai pas trouvé l'information de quel âge il a vraiment. Je pense qu'il doit être fin vingtaine, début trentaine. Donc il y a clairement de quoi faire quelque chose de lui dans la décennie à venir, quoi. S'ils perdent pas de temps, parce que ce n'est pas Hook qu'ils ont dans les mains, ce n'est pas Hook. Ce n'est pas un catcheur avec qui tu vas mettre un championnat littéralement anecdotique de la ECW et prétendre que c'est une star. Là, je pense qu'ils ont clairement dans leurs mains le catcheur, et je vais le dire, avec le plus gros potentiel actuellement dans l'industrie du catch. Peut-être qu'il y a des catcheurs qui sont, je sais pas, au Japon, ou même au Mexique, ou même aux États-Unis, dont je n'ai pas entendu parler de mon oreille. Mais en tout cas, de ce que je vois là maintenant, c'est clairement la personne avec le plus gros potentiel dans le catch. Parce que j'entends là, oh, LFG, il y a la prochaine nouvelle star, et je vois genre, il y a un type comme ça qui a une dent cassée,
il ressemble à Bo Dallas, genre en version beaucoup plus jobber. Et je suis en train de me dire, non, ce n'est pas le futur en fait. On me dit, oh, Trick William et Obafemi, c'est le futur. Non, ce n'est pas le futur en fait. C'est juste des standards tellement bas en fait que n'importe quel mid-card jobber que tu aurais pu mettre à l'attitude era aussi dans le roster d'NXT pour être un futur main eventer de WrestleMania. Par exemple, j'avais donné le comparatif dans une autre vidéo. Meat, aka Sean Stasiak. C'était un jobber à l'attitude era, malgré le fait qu'il était bâti comme une putain de star. Et après là, on veut me prétendre que genre Obafemi, c'est un prochain main eventer de WrestleMania, alors que littéralement par apparence il est pire que Sean Stasiak. Sean Stasiak aurait été hypé de la même manière que Trick William, que Obafemi, que Carmelo Hayes, que Javon Evans, s'il avait commencé sa carrière à NXT, et pas à l'attitude era en 1998. Et par ce même comparatif, je suis pas en train de dire que genre le fils de Sting c'est le prochain The Rock, mais par rapport à tout ce qu'il y a à la AEW, je pense clairement que c'est celui sur qui il doit investir directement. C'est pas Jay White qui va se blesser toutes les 3 semaines en fait, qui a des matchs contre Billy Gunn, où Billy Gunn le botte le cul, et genre il y a des gens sur internet qui disent oh, pourquoi Billy Gunn est en train de tabasser Jay White? Mais parce que Billy Gunn en fait il est beaucoup plus massif que Jay White, malgré le fait qu'il a 63 ans en fait. Genre ils disent oh, Jay White, il se fait enterrer par Billy Gunn. Non, Jay White il s'est enterré par le fait qu'il ressemble à ça en affrontant Billy Gunn. Okada, ah c'est le futur. Non, c'est pas le futur. Le gars il a un championnat mid-cap pendant 2 ans et il a rien qui est établi fondamentalement. Genre d'un coup il agit comme un comédie jobber, mais du même côté tu le bookes comme un champion dominant pendant 2 ans. Quel est le sens dans ça en fait? Genre c'est soit l'un, soit l'autre. Soit tu le présentes comme un catcheur qui est dominant, un catcheur ennuyant et dominant comme un New Japan, ou soit tu le présentes comme un comédie jobber et tu le fais faire des skits hilarants et comédiques avec Mercedes Moné ou les Young Bucks. Tu peux pas faire les deux en même temps, ça fait aucun sens. Mais bref, tous ces gars de New Japan ne sont pas les personnes sur qui faut capitaliser pour mettre des bénéfices dans le compte de la AEW dans le futur. Parce que là, ce qui se passe à l'AEW, en fait, c'est qu'il n'y a littéralement aucune personne qui fait des bénéfices pour cette compagnie. Ça veut dire, ah, Swerve Strickland, ah, Adam Page, non. Ils font pas de bénéfices pour la compagnie, en fait. Ils sont positionnés comme des gens qui font des bénéfices pour la compagnie. Mais en attendant, les chiffres font que descendre et l'intérêt fait que diminuer. Et ça, c'est que la réalité. Donc pour moi, je dis que le fils de Sting a clairement ses qualités manquantes dans cette compagnie pour vraiment faire une différence. En espérant, hein. Parce que bon, la AEW, je sens juste que... Je pense pas qu'ils vont enterrer le fils de Sting, j'espère pas. Je pense qu'ils vont juste faire un booking à la Hook, qui va prendre genre 3 ans, où rien ne va se passer. Il va avoir des matchs anecdotiques face à Dalton Castle à Ring of Honor. Puis après, ils seront plus quoi foutre de lui, quoi. Ou sinon, il y aura peut-être un moment où il deviendra over, et que la AEW sera en mode « Ah merde, mais on voulait mettre quelqu'un d'autre en avant !» Et ils vont volontairement enterrer le momentum du fils de Sting pour mettre en avant, je sais pas, Orange Cassidy dans un match pour un championnat du monde. Ils sont capables de ça à la AEW. Parce que dans leur tête, en fait, un Orange Cassidy vaut plus qu'un Powerhouse Hobbs. Donc Orange Cassidy, s'il affronte Powerhouse Hobbs dans un Dynamite Random, il va prendre la victoire. Malgré le fait que Orange Cassidy est 3 fois plus léger que Powerhouse Hobbs, et que si c'était la vraie vie, Powerhouse Hobbs le détruirait en 2 secondes. C'est la même compagnie qui essaye d'être réaliste, qui essaye d'amener le puroresu, l'art du catch, le sport du catch. Hein. C'est très très sportif d'avoir un Orange Cassidy qui bat quelqu'un qui est 3 fois plus énorme que lui. Très réaliste. Hein. Espérons que les choses se passent comme je l'ai dit, avec le fils de Sting qui devient une star à la AEW, ou en tout cas s'en rapproche. Et comme ça, la AEW n'a pas dette sur leur compte bancaire. Parce que là, je pense que pour Tony Khan, il serait un peu temps d'arrêter de jouer aux figurines avec les catcheurs qu'il a mis dans sa compagnie, qu'il serait temps d'arrêter de jouer à TEW dans la manière dont il boucle le show. Et qu'il serait temps de man up et commencer à faire du business et faire cette affaire rentable. Parce que je suis sûr qu'il est en dette. Ou que sinon, qu'il en paye plus qu'il en reçoit de cette compagnie.
Mais bref, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc du coup, ZOG vous dit de vous abonner, de liker, de partager, de commenter. Et ZOG vous dit à plus tard. Bref.